d'abord, je remercie les organisatrices et organisateurs donc, de cette réunion. Merci pour votre invitation. Alors, je vais aborder la partie nutrition par son entrée plus dans les maladies chroniques. Donc, je vais avoir une lecture assez santé, effectivement, et maladies. Avec tous les aspects épigénétiques qui peuvent sous-tendre ça et les retombées que l'on pourrait avoir issues de cette connaissance et de cette mécanique épigénétique en termes de nouveaux outils, que ce soit des outils de type diagnostic ou certainement plus tard des outils de type thérapeutique. Donc dans ces maladies chroniques, je pense que ça a été dit largement, on retrouve les cardiovasculaires, le métabolisme, les cancers, les neurodégénératifs, y compris aussi les maladies psychiatriques dont on parle beaucoup, comme l'autisme qui est inclus dans ce type de pathologie. Il existe une discussion autour de la nomination aussi de ces maladies, on les appelle les non-communicable diseases, et cette définition par le négatif effectivement pose un problème. Le Lancet récemment a plutôt proposé un terme de type maladie chronique de type social. Donc on voit très très vite effectivement qu'on échappe à l'aspect médical scientifique pur pour entrer dans le terme social, et je pense que ça a été abordé déjà un petit peu. Alors, ce qui a fondamentalement changé et ce qui fait probablement qu'on est ici et qu'on aborde ce problème par la nutrition, c'est certainement de grandes ruptures qu'il y a eu depuis une vingtaine d'années, et en particulier depuis le séquençage du génome. Quand on a séquencé le génome, on a découvert que ces maladies ne sont pas uniquement des maladies génétiques et que la génétique était entrée là-dedans, mais faiblement. Beaucoup moins que ce que l'on pouvait imaginer depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est plutôt quelque chose qui est lié essentiellement à notre mode de vie, à savoir les déséquilibres nutritionnels, l'exposition aux toxiques et au stress. Et ça a été dit précédemment aussi, probablement que l'impact précoce chez l'enfant joue un rôle clé dans la programmation de ces maladies. À partir de cette connaissance, de là, une seconde rupture a eu lieu, c'est une rupture de type technologique, où on a pu développer de la modélisation, et ça a été très important, refaire en laboratoire, reconstruire en laboratoire absolument toutes ces maladies à partir des déséquilibres nutritionnels, à partir de l'exposition aux toxiques et au stress. Bien sûr, avec ça sont arrivés des outils de bioinformatique, de deep learning et du séquençage à haut débit. Et tout ça donc a généré des outils, et ces outils sont devenus très très importants pour donner de la consistance à ce nouveau paradigme de la médecine qu'est la médecine 4P, pour prédictive, préventive, personnalisée, participative, et bien sûr, on en a parlé depuis le début, la médecine intégrative. Donc l'aspect pharmacologique ne suffit pas, on voit bien maintenant qu'il faut intégrer des aspects non pharmacologiques aussi pour une prise en charge d'une maladie. Un petit rappel pour dire simplement effectivement, oui, ces maladies chroniques explosent en termes d'incidence, et vous voyez donc cette projection sur une trentaine d'années entre 2002 et 2030. Parmi les autres causes de décès, on voit bien que ce sont celles qui augmentent au milieu dans les pays déjà développés sur le plan économique, bien sûr. On voit qu'on est déjà à 85% de causes de décès et qu'on ne va pas bouger si on ne fait rien. Alors la nouveauté, effectivement, ça a été déjà souligné là aussi, c'est que les pays émergents commencent à avoir une augmentation très très importante de ces pathologies-là, probablement due à la transition nutritionnelle. Ils commencent à manger comme on mange ici, bien sûr, et à une urbanisation croissante, ce qui fait qu'on bouge moins, on mange très vite, des plats tout prêts, etc. Oui, et je voulais dire à ce niveau-là, bien sûr, ça va poser beaucoup de problèmes pour les pays émergents parce qu'ils n'ont pas les mêmes structures sanitaires qu'ici, et donc il est très probable qu'une approche préventive pourrait être intéressante pour agir avant que la maladie n'arrive, parce que la prise en charge de la maladie dans ces pays-là, vous imaginez, est quelque chose de plus compliqué. Je vous disais la grosse révolution effectivement qu'il y a eu lieu au cours de ces 20 dernières années, c'est que c'était pas du génétique, cette maladie, c'est pas du génétique, donc c'est pas une modification dans la séquence des gènes, mais plutôt une modification dans l'habillage du génome
Et je vais juste dire ça très rapidement, mais je pense que les orateurs plus tard vont y revenir dessus sur la partie épigénétique. En gros, la modification d'un gène peut changer parce que la structure de l'ADN a changé. Ça, c'est la définition, on va dire, classique de la génétique. Mais l'expression d'un gène peut changer à cause de l'habillage de l'ADN. Et il y a au moins deux façons qui explique la modification de l'habillage de l'ADN et l'expression du gène. C'est la méthylation, c'est simplement des méthyles qui viennent se mettre sur des cytosines et qui vont empêcher l'expression d'un gène. Ou au niveau de l'ADN, vous pouvez avoir simplement une compaction ou un relâchage de la chromatine qui fera que certaines familles de gènes vont s'exprimer. Et si ces gènes sont importants pour certains types de pathologies, je prends l'exemple toujours des gènes suppresseurs de tumeurs. Si vous arrivez par de la méthylation ou autre à inhiber un gène suppresseur de tumeur, vous ouvrez la voie au développement d'un cancer. Et puis la troisième voie intéressante dans la mécanique épigénétique a lieu au niveau des ARN. Notre génome produit des ARN qu'on appelle des ARN messagers, codons, qui vont finir en protéines, et protéines qui vont supporter la fonction dans une cellule. Mais il produit aussi toute une famille d'ARN qu'on appelle des ARN non codants parce qu'ils ne feront pas de protéines. Et ces ARN non codants seront très importants parce qu'ils vont s'hybrider avec les vrais ARN et les empêcher d'être traduits en termes de protéines. C'est une régulation qui est majeure sur laquelle je reviendrai après. Tout ça pour dire que l'épigénétique a effectivement été une révolution dans la conception du monde vivant, puisque tout n'est pas prédéterminé, écrit déjà dans l'ADN, comme on le pensait avec l'approche génétique, mais c'est l'extérieur qui va contrôler nos gènes. On passe un petit peu d'un concept de fatalité où on ne pouvait rien parce que c'était dans l'ADN à notre responsabilité. Alors le débat philosophique est très large, effectivement, responsabilité égale individu, etc. Mais on peut y revenir. La deuxième chose importante dans l'apport de l'épigénétique, c'est qu'enfin, on peut mesurer maintenant le passage de la bonne santé. Il y a des marqueurs épigénétiques de la bonne santé à la programmation d'une maladie. Vous avez des marqueurs de bonne santé et des marqueurs de maladie. Et on peut mesurer ce passage, on peut voir ces modifications, et donc on peut intervenir effectivement pour arrêter le processus ou pour revenir en arrière, et tout ça dans le cadre de cette médecine intégrative, bien entendu. Donc je parlais de cette réversibilité, d'où l'intérêt, donc encore une fois, d'aller dans ce paradigme qu'est la médecine intégrative ou la médecine 4P. On peut faire de la prévention, on peut faire de la prédiction et de la prévention, et on peut aussi faire de la réversibilité par ce type d'approche. Donc on voit bien que l'épigénétique, effectivement, ouvre énormément d'espoir dans la prise en charge de pathologies. Tout ça pour arriver à synthétiser un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc on peut imaginer que les maladies chroniques, le concept d'une maladie chronique est au centre de trois entrées. L'entrée génétique qui est toujours là, bien sûr, mais qui est beaucoup moins importante que ce l'on croyait. Et puis vous avez l'entrée majeure maintenant qui est celle liée au mode de vie. Et puis, tout à l'heure, ça a été souligné aussi, cette entrée du mode de vie, elle est très importante lorsqu'elle a lieu très tôt au cours de la vie, les 1000 jours. La période préconceptionnelle, la grossesse, les 2 premières années de la vie sont des périodes clés. Si vous avez un impact délétère de l'environnement à cette période-là, il y a de très fortes chances pour que l'altération demeure pour toute la vie et que les maladies se programment à l'âge adulte. Parce que c'est dans cette période-là que se construit aussi l'épigénome. Donc pour le mode de vie, je l'ai déjà souligné, la nutrition dont on parle aujourd'hui effectivement, mais ne jamais oublier les toxiques et le stress. De toutes les façons, quand on parlera de notre nutrition, ne jamais oublier qu'il y a toujours une composante toxique dans la nutrition. Donc il n'y a pas que la composition des aliments qui va jouer un rôle clé, mais la présence de toxiques effectivement fait la qualité d'une nutrition. La mécanique, bien sûr, elle est épigénétique, je viens de le dire largement. Un mot aussi, avant d'aller plus loin. Il semblerait que maintenant, tout le monde ait accepté que ces maladies chroniques, bien sûr, ont une origine environnementale dont on vient de parler, et qu'il existe un tronc commun
avant qu'elle se déclare. Et ce tronc commun, c'est l'inflammation. Donc on retrouve systématiquement, pratiquement dans toutes les maladies chroniques, une phase d'inflammation qui va précéder, y compris des maladies de type neurodégénératif, y compris des maladies psychiatriques comme l'autisme ou autre. Donc c'est quelque chose qui semble être fondamental. Donc penser à l'inflammation est certainement une idée très très intéressante pour faire du prédictif ou du préventif. Quand on sait que, on le dira tout à l'heure, quand on sait que l'inflammation est accessible à la nutrition. Deuxième point très très important, qui est une sorte aussi de tronc commun à toutes les pathologies chroniques sous l'impact de l'environnement et en particulier de la nutrition, c'est le vieillissement accéléré du corps. Vous savez qu'on peut le mesurer par les télomères, mais maintenant, il y a un algorithme très très intéressant, l'algorithme d'Horvath, qui permet, avec 600 points de gènes de méthylation dans le corps, d'avoir une idée sur le vieillissement biologique par rapport au vieillissement chronologique. Et vous voyez que lorsque, vous voyez la diagonale, lorsque le vieillissement, donc cette mesure de méthylation sur des gènes de l'ADN, lorsque le vieillissement biologique se superpose au vieillissement chronologique, vous vieillissez à une vitesse normale. Mais lorsque, et c'est dans la zone verte en haut, mais lorsque le vieillissement biologique est beaucoup plus rapide que le vieillissement chronologique, à ce moment-là, vous êtes dans une population à risque qui va développer, d'abord l'espérance de vie est moindre, et cette population, c'est elle qui va développer des maladies chroniques et qui va effectivement diminuer sa longévité. À l'inverse, vous avez des chanceux dans la partie rose en bas, ce qu'on appelle ceux qui vieillissent beaucoup plus lentement. À ce moment-là, c'est là où on retrouve les personnes qui vont vivre plus longtemps. Alors, ce diagramme est capital, il est très important. Ces outils sont très intéressants parce que quand vous vous positionnez dans le cadre vert, on va pouvoir intervenir par de la nutrition, par des problèmes de gestion du stress, par des problèmes de non-exposition. Donc, on peut créer de la réversibilité et corriger ce processus. Dernier point encore dans la réflexion globale de cette approche, une fois qu'on a identifié cette mécanique-là, on crée des modèles maintenant au laboratoire très facilement. Je prends un peu l'exemple de la fertilité ici. Vous voyez, et la fertilité, vous voyez, c'est soit globalement une diminution du nombre d'ovocytes, la femme est infertile, ou une diminution du nombre de spermatozoïdes chez l'homme. Et derrière, en laboratoire, on a décortiqué absolument ce système et on a sorti effectivement toute la mécanique épigénétique que le sous-tend. C'est juste à titre d'exemple. Et vous voyez qu'on retrouve ces fameux micro-ARN qui sont altérés, le 101, le 29, le 18, et ces micro-ARN, une fois altérés, vont absolument changer l'expression de gènes clés dans la maintenance de la prolifération de la cellule, de l'apoptose. Vous voyez que le 101 va par exemple inhiber un gène clé dans la mémorisation de l'épigénétique d'une cellule une fois qu'elle est là. Et effectivement, tout ça va aboutir à la mort de ces cellules germinales et vous avez une infertilité. Chose très très intéressante, ces signatures-là qu'on a retrouvées dans ces pathologies-là, et bien vous les retrouvez dans d'autres pathologies de maladies chroniques, comme les cancers, comme les maladies métaboliques et autres. Ça veut dire qu'il y a une sorte de transversalité dans ce type de signature commune à toutes les maladies. En termes simples, lorsque quelqu'un développe un type de maladie chronique, il est possible qu'il puisse en développer d'autres, et donc on connaît les problèmes de l'association cancer, obésité et autres. Alors ces marqueurs, ces signatures-là sont capitales parce que nous avons maintenant de nouveaux outils, des marqueurs, des biomarqueurs non invasifs, parce que ces petits ARN non codants se retrouvent dans tous nos milieux biologiques et on peut les mesurer de façon assez simple et ils nous donnent le reflet de ce qui se passe dans chaque type d'organe. Donc nous avons des outils objectifs pour mesurer la mise en place d'une pathologie, sa réversibilité, l'intervention d'une approche nutritionnelle ou autre pour voir si ces micro-ARN vont bouger. Donc on a des outils pour mesurer tout ça. La nutrition, spécifiquement, qu'en est-il? Alors, la nutrition, on a vu, dans le cadre de ces maladies chroniques, on a vu une sorte de mouvement qui s'est fait d'une approche globale, que un type de nutrition est intéressante. Et puis, on a vu une sorte de focus pour aller plus loin,
où on a commencé à identifier des gènes spécifiquement, en particulier des gènes dans le cadre de l'épigénétique qui sont altérés par la nutrition. Donc là aussi, nous commencions à avoir des outils nouveaux qui nous permettent de dire tel ou tel nutriment va affecter telle voie épigénétique impliquée dans telle ou telle maladie. Donc c'est utile pour le diagnostic en disant que la nutrition a été impliquée, mais c'est surtout pour voir si l'impact nutritionnel que nous allons utiliser dans le cadre d'une prise en charge de la pathologie va pouvoir être efficace ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et je vais vous dire juste quelques mots sur ça. Ce sera ma dernière partie. Alors, on sait bien sûr depuis longtemps, et ça a été dit par mes prédécesseurs, qu'une alimentation de type riche en graisse, globalement occidentale, est moins bien, en tout cas elle est à l'origine d'un grand nombre de ces maladies, que le régime de type méditerranéen est très intéressant. Ça, c'est une approche globale qu'on a identifiée depuis quelques années, qui est prouvée, qui ne se discute plus. Mais la question a été très vite, mais quoi dans ces alimentations est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce type d'alimentation? Alors il y a eu bien entendu, ici vous voyez des préconisations de l'ANSES et autres, où on voit en rouge tout ce qui est à éliminer, enfin on diminue en tout cas, les viandes, la charcuterie, les sucres bien sûr, et tout ce qu'il faut encourager, puis le poisson, légumes, légumineuses dans la nutrition. Pour aller encore plus loin, mais quoi? Et là-dedans, effectivement, dans la nutrition, ce qui a été assez rapidement, très très intéressant, c'est qu'on a identifié dans les aliments bénéfiques des aliments anti-inflammatoires et des aliments pro-inflammatoires. Donc on avait une approche rationnelle pour diminuer ce précurseur commun à toutes les maladies chroniques qu'est l'inflammation. Donc j'irai très vite dans les pro-inflammatoires, vous devinez bien, les viandes rouges, produits laitiers de vache, ça aussi c'est certainement une icône qui tombe. On a dit pendant très longtemps que c'était très bon. Non, ça n'est pas bon, effectivement, les produits dérivés du lait de vache, excès de graisse saturée, oméga 6, trans, mais ça vous le savez très bien. Et puis, de façon intéressante, tout ce qui est anti-inflammatoire et à encourager, que ce soit en prévention, que ce soit lorsque la maladie est déjà installée. Et donc, les végétaux, fibres, acides gras, oméga 3, magnésium, zinc, antioxydants, polyphénols, dont je dirais un mot, les polyphénols. La quercétine est certainement une star dans les polyphénols, est très très intéressante. Les anthocyanes, l'acide élagique, les catéchines. Et puis, alors le resveratrol, la littérature, il y a énormément donné autour de resveratrol. C'est probablement une des molécules qui est la plus utilisée en nitrothérapie. On connaît absolument tous les impacts de ce nutriment sur tous les micro-RNA, sur la méthylation de l'ADN, sur les voies qui mènent à telle ou telle pathologie. Donc c'est un modèle assez intéressant, mais il ouvre certainement un champ très large pour étudier d'autres types de molécules. Oui, un mot effectivement sur une famille d'épices, le curcuma, gingembre, cannelle, mais ça je ne vous apprends rien. Là aussi, les polyphénols, on voit un petit peu donc un type d'alimentation, on peut les retrouver. Et actuellement, on voit bien que ces molécules interviennent pratiquement dans toutes les pathologies chroniques. Les vitamines sont très importantes parce qu'elles sont utiles, importantes. Et il faut veiller à ce que les régimes soient équilibrés parce que pour certains types de vitamines, selon que vous êtes jeune, adulte ou âgé, elles ne sont pas absorbées de la même façon et elles posent d'énormes problèmes. Leur association, leur origine, la vitamine B12 est un problème pas simple à gérer des fois par exemple. Alors, sachant tout cela, est-ce qu'on a pu vraiment changer le cours des choses lorsqu'on a mis, par exemple, un régime de ce type en place sur des cohortes de patients, des gens malades. Et vous voyez dans cette étude très très intéressante, vous voyez qu'on a pris des personnes, des cohortes de gens qui ont déjà des maladies chroniques. Et on s'était dit, une fois la maladie chronique installée, est-ce que si on met ce type de régime dont je viens de parler avec toutes ces entrées-là, est-ce qu'on change quelque chose dans les complications au cours des temps dans ces maladies? Et la réponse est oui, bien sûr. Si vous prenez par exemple ici des personnes à un âge autour de 63-64 ans, envers c'est ceux chez lesquels il y a eu une intervention et chez les autres on n'a pas fait d'intervention au niveau alimentaire. Et vous voyez de façon très intéressante, si vous prenez à l'âge de 64 ans, vous voyez que quand vous comparez les deux cohortes,
on gagne dans l'apparition des complications 7 ans et demi. Donc elles apparaissent 7 ans et demi plus tard. De la même façon, quand vous regardez plus loin, à 75, là aussi, vous voyez que lorsque vous comparez les deux cohortes, lorsque les malades sont plus âgés, vous gagnez 11 ans de différence dans l'apparition des complications. Donc c'est quelque chose quand même qui est très très important. Alors, encore plus loin, on sait tout ça, encore plus loin, est-ce qu'on peut maintenant aller avec cette approche nutritionnelle au cœur du génome? La réponse est oui, et je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous voyez ici un petit peu un mix de l'ADN que vous voyez en violet, avec effectivement tous les aliments intéressants. Alors, pour aller très vite, je vous ai pris quelques données donc très récentes. On voit bien, par exemple, lorsqu'on prend la famille de polyphénols, vous voyez dans quel type de fruits, légumes vous les trouvez. Vous voyez le composé qui est actif, même titre pratiquement qu'un médicament, et vous voyez son effet épigénétique, c'est soit de la méthylation de l'ADN, soit de la compaction de la chromatine sur la modification des histones, soit bien sûr des micro-RN, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous le montre simplement pour illustrer que ces données existent et on a cette connaissance-là maintenant. Toujours le brocoli qui est un petit peu la star, donc je ne dirai pas plus. Vous voyez, même chose pour soja et autres, où on a tous les composés actifs. Et puis vous voyez par exemple pour la curcumine, qui est une star de problèmes, par exemple anti-inflammatoires, on connaît maintenant très très bien son impact et elle sait où elle va agir dans les voies épigénétiques. Et sachant l'endroit où elle va agir dans les voies épigénétiques, vous pouvez faire un lien avec les pathologies en question. Et vous pouvez surtout mesurer, lorsqu'on les administre, si on est efficace ou pas. Parce que le fait de connaître cet impact-là permet de mesurer l'intervention de la nutrition. Juste cet aspect-là, parce que je trouve que cette diapositive est très intéressante. Bien sûr, la cancéro est un domaine sur lequel on travaille énormément autour de la nutrition, et vous voyez de façon très très intéressante, vous voyez donc différents types d'aliments, et vous voyez où ça peut intervenir. En haut, vous avez la méthylation de l'ADN, vous avez des modifications de micro-ARN avec certains types de poissons et autres, et puis vous avez tout l'aspect chromatine avec tous les aliments qui peuvent intervenir. Donc on a relativement fait le lien maintenant entre un aliment, ce qu'il contient d'efficace et son impact dans le génome. Et connaître l'impact dans le génome, c'est ouvrir la connaissance si on est dans une situation de bonne santé ou si on est en train de basculer dans la maladie. Toujours, mais c'est juste à titre d'information, vous voyez qu'on connaît les composés actifs, leurs sources, leurs cibles dans le génome, et on a maintenant des effets relativement clairs sur la mécanique par laquelle elles jouent dans le cancer. Est-ce que ça tue les cellules en développant? Et vous voyez ici, on a les effets anti-cancer. Est-ce que ça change la viabilité des cellules? Est-ce que ça les fait mourir? Est-ce que ça empêche leur prolifération? Et vous voyez les différents types de cancers qu'on a trouvés déjà et qui sont modifiés par cette intervention, encore une fois, nutritionnelle. Et là, comme tout à l'heure, je vous avais montré dans le modèle de l'infertilité les voies avec les micro-ARN qui vont vous mener à l'infertilité avec la mort des cellules, et bien on a exactement maintenant la même connaissance avec ces nutriments et ces composés actifs, puisque vous voyez là-dedans, on a exactement quel micro-ARN est touché. Vous les voyez, les 3 micro-ARN, et vous voyez dans ces micro-ARN, lorsqu'ils sont touchés, eh bien vous allez entraîner la mort de la cellule, ou bien lorsque vous touchez ce micro-ARN, vous allez empêcher la prolifération des cellules, etc. Et à côté de cela, en rouge, vous voyez les différents nutriments qui peuvent moduler tous ces aspects-là. Donc nous avons de véritables signatures là aussi. Bien sûr, pour aller encore plus loin, dans cette récente synthèse, vous voyez que par exemple pour le cancer du sein, il y a toute une série de nutriments qu'on a identifiés qui ont été trouvés efficaces, la prostate, le poumon, le colorectal et bien sûr certains types de leucémie. On essaye encore d'aller plus loin
au cours du développement d'un cancer, de la mise en place d'un cancer, depuis que l'arrêt, parce que ça commence par un blocage de la mort cellulaire, du suicide cellulaire. C'est comme ça qu'une cellule cancéreuse démarre. Elle empêche son suicide. Vous voyez l'inhibition de l'apoptose, elle commence à proliférer, et y compris lorsqu'elle va pouvoir se métastaser. Et on a déjà identifié toute une série de molécules actives dans certains types de nutriments. C'était juste pour dire que j'ai focalisé beaucoup sur le cancer, mais qu'au niveau de l'obésité, on retrouve absolument de façon, et d'autres maladies métaboliques, diabète et autres, on retrouve effectivement toute une série de familles de nutriments très intéressantes. Un mot sur le microbiote, parce qu'on va en parler. Tout ça, effectivement, dans ce système de nutrition et d'interaction, ce n'est pas parce qu'une molécule va jouer sur telle partie du génome que l'action est directe sur les génomes. Il est tout à fait probable qu'elle puisse passer par le microbiote. Donc, connaître le microbiote est juste capital là aussi. Pourquoi le microbiote est aussi intéressant? Mais je pense que ça va être dit tout à l'heure sans problème. Parce qu'on peut le manipuler, on peut le modifier pour essayer de modifier le cours, la mise en place d'une maladie et son pronostic. Voilà, des interactions, là aussi, ça se dit, ça se redit, des interactions entre le cerveau et le microbiote. Vous voyez que la dépression, l'anxiété, etc., va envoyer des signaux négatifs au microbiote qui, à son tour, peut développer des systèmes d'inflammation et autres et qui vont de nouveau être négatifs pour le cerveau. Mais je pense que je ne vais pas m'attarder sur ça, puisqu'il y a quelqu'un qui va en parler dans les détails. Voilà, et on arrive donc à ce concept que finalement faire son assiette pour manger, l'histoire du palais, bien sûr, c'est ce qui nous a guidés pendant très longtemps, et puis là on arrive effectivement à ce qu'on appelle une assiette de la nutrition de précision, où vous allez avoir tout ce type de connaissances, la nutrigénomique, le microbiote, le métabolomique, et composer effectivement cette assiette de nutrition de précision pour rester en bonne santé, ou même quand vous êtes malade, pour ralentir l'évolution de la maladie, changer son pronostic, la rendre plus répondante à différents types de traitements. On ne pourra pas parler de nutrition si on oublie l'aspect toxique, je vous l'ai dit au tout départ, parce que les coperturbateurs endocriniens se retrouvent pour une grande partie dans la nutrition, ils sont à l'origine de beaucoup de maladies. Un seul exemple, lorsque vous avez un déséquilibre nutritionnel et vous êtes exposé à des toxiques, vous allez créer de la synergie entre les deux impacts. Regardez ici, c'est dans la prostate des animaux, donc d'un modèle animal. Vous avez le contrôle, vous avez un perturbateur endocrinien et vous voyez une infiltration inflammatoire très très importante de macrophages et lymphocytes. Ici, vous avez le déséquilibre nutritionnel avec un régime riche en graisse. Quand vous mettez le régime riche en graisse et le perturbateur endocrinien, c'est une véritable bombe dans la prostate qui est complètement modifiée. Donc, il y a de la synergie entre les deux. Donc, s'occuper de la nutrition, bien sûr, c'est très important, mais ne jamais oublier les autres altérations. Et un dernier mot, n'oubliez jamais que le stress, là aussi, qui est le troisième impactant, le stress produit deux hormones clés que sont le cortisol et la catécholamine. Et les deux, ce sont des hormones hyperglycémiantes qui vous produisent du sucre en permanence dans votre sang. Vous n'avez pas besoin de manger du sucre, vous avez du sucre en permanence lorsque vous êtes stressé. Et donc, altération du système inflammatoire, cytokines et autres. Je finirai sur cette diapo pour dire que le problème est toujours, donc encore une fois j'insiste sur ça, à côté de la nutrition, il faut le prendre globalement. Et ici vous voyez dans ce triangle très intéressant, ce qui est mauvais est en haut et puis on redescend dans ce qui est bien. Et on voit bien que le sport, la vie sociale et autres, etc. restera un problème très très important dans la prise en charge. Ça a été dit, la nutrition mauvaise pour la santé, vous voyez ici en haut la viande, donc les aspects mauvais, plus si on pointe aspects mauvais, ce sont aussi ce qui est mauvais pour l'environnement. Et ça, je crois que ça a été dit largement tout à l'heure, la production de viande est mauvaise la viande est mauvaise pour notre santé, elle est mauvaise pour la planète. Vous voyez que plus de viande, élevage intensif, 14,5% de gaz à effet de serre en plus, sécurité alimentaire, 1 kg de bœuf a besoin de 10 à 13 kg de protéines végétales, un bœuf de 200 kg permet 1500 repas, mais la quantité de protéines végétales qu'il a utilisées pour se nourrir permet 18 000 repas. Donc vous voyez la différence qu'on peut produire, 10 fois plus pratiquement. L'eau,
l'élevage, 200 kilos de bœuf, de grammes donc d'un bœuf, un bœuf nécessite 15 500 litres d'eau et donc cuit des régions désertiques, etc., où il y a des problèmes de développement. Et puis le coût carbone, bien sûr, l'exemple du poulet brésilien, déforestation, réchauffement climatique, réduction de la biodiversité, etc., que vous connaissez là aussi très bien. En conclusion, mais ce n'est pas une conclusion, juste finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme observation de tout ce qu'on vient de dire ? Comment on peut les interpréter au jour d'aujourd'hui, parce que les choses vont très très vite, et quelles sont les attentes que l'on pourrait avoir. Clairement, nos modes de vie, en particulier nutrition, stress et toxiques, activent la machinerie épigénétique qui va activer l'inflammation et le vieillissement prématuré. La transition de la santé à la maladie, il y a de la réversibilité, ça c'est un espoir. Il y a des marqueurs nouveaux qui sont apparus, qu'on peut réutiliser. Ces marqueurs, ce sont les mêmes pour les toxiques, pour la nutrition et pour le stress. Donc il est très intéressant de voir les interactions et la synergie. Et enfin, tout ça donc, nous amène à la médecine 4P et à la médecine intégrative. Mais ne jamais oublier, tout à l'heure ça a été souligné aussi, que quand on parle de la nutrition du stress ou des toxiques, on sort des cabinets médicaux, on sort des hôpitaux, on commence à parler du développement socio-économique, on commence à parler de la pauvreté, on commence à parler de l'organisation de la qualité du travail pour le stress, on parle de la culture nutritionnelle, la nouvelle agriculture, l'éco-agriculture est très intéressante, l'éducation, etc. Donc la gestion des maladies chroniques n'est pas que médicale et scientifique, elle est surtout un choix politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce propos extrêmement complet et très documenté, très intéressant. Nous avons la place à quelques questions et échanges dans la salle. Est-ce que certaines personnes veulent-elles intervenir ? En attendant qu'un courageux lève la main, je voulais poser une question. Comment concilier le fait qu'on a l'impression qu'il y a un effet très durable des modifications épigénétiques, notamment lors de l'exposition préconception, conception, grossesse, petite enfance, et puis les changements qu'on peut faire avec l'alimentation, comme illustré sur la belle étude, où on voit que finalement, à des sujets de plus de 65 ans, tac, on arriverait à gagner de la... Comment concilier ces deux, entre durabilité d'un côté et puis flexibilité de l'autre ? Absolument, c'est une question très très intéressante. Ce dont on s'est rendu compte, on provoque de la réversibilité d'autant plus facilement que l'impact a eu lieu tardif. Et on se rend compte qu'effectivement cette réversibilité est un peu moins facile lorsqu'elle a eu très très tôt. Mais je dois dire qu'il y a de plus en plus de données récentes maintenant, parce qu'on commence à comprendre pourquoi l'impact précoce a cet aspect d'irréversibilité, parce qu'on commence à connaître les points d'impact au niveau de l'épigénétique et on commence à intervenir sur ces points d'impact. Donc on ouvre, y compris cette boîte qui paraissait effectivement difficile dans la réversibilité, on commence aussi à l'ouvrir parce qu'on crée plus de ciblage sur ces parties du génome qui ont été altérées de façon très précoce. Merci. Est-ce que des questions ? Oui. Alors je vais faire un peu d'activité physique, moi. Bonjour, docteur Choukroun de Vence. Vous parlez beaucoup des marqueurs biologiques communs à toutes ces maladies chroniques. Sans les citer, est-ce que vous avez peur qu'on ne comprenne pas ? Est-ce que ce sont des marqueurs qui sont connus et qu'on pourrait demander en biologie classique ? Non, pas du tout. Je suis tout au contraire. Je pense que ce que je voulais dire tout au long de mon exposé, c'est que vous avez les marqueurs classiques, par exemple pour l'inflammation, comme CRP et... comment ? Oui, voilà, la CRP ultrasensible, il y a l'interleukine 6, l'interleukine 1, etc., le TNF-alpha, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est que derrière ces marqueurs, maintenant, on a cette nouvelle génération de marqueurs que sont les micro-RN. Parce que la CRP bouge, par exemple, on ne savait pas derrière quel était le lien, quelle est la mécanique derrière le fait que la CRP bouge. Donc ce qui est nouveau, c'est toute cette mécanique épigénétique qui apporte une explication à ces marqueurs plus ou moins que nous avons maintenant. Donc, il n'y a rien comment te dire, de vous dire de secret là-dedans. Les publications sont
énormes, il y a des quantités énormes de publications sur, par exemple, les petits ARN non codants comme signature des maladies chroniques, les longs non codants aussi, parce qu'il y a des familles d'ARN qui sont longs, qui sont très intéressants parce que quand vous les retrouvez dans le sang, vous avez la signature de l'organe d'où ils viennent. On a tout ça maintenant, et puis bien sûr, le plus classique, le plus traditionnel, dans le sang maintenant, on récupère par exemple les monocytes, et sur les monocytes, vous pouvez avoir des signatures sur des familles de gènes liés à des maladies par une approche de méthylation. Les choses existent, elles viennent, elles commencent à rentrer dans les mœurs. Peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais elles arrivent. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Bien sûr qu'il y a beaucoup de brevets, vous imaginez bien, qui sont déposés dans le cadre d'algorithmes, mais il n'y a pas de secret. On sait que c'est cette approche-là qui est très intéressante. Elle est utile pour la diagnostic de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces signatures sont utiles pour dire que vous êtes dans une phase de bonne santé. Elles sont utiles pour dire que vous basculez dans tel ou tel type de pathologie. Donc il y a du diagnostic. Elles donnent des indications très intéressantes lorsque la maladie est là, des indications de type pronostic. Et actuellement, ces marqueurs sont très très recherchés pour voir l'efficacité, par exemple, d'une chimiothérapie dans le domaine de la cancéro. Ça, c'est très, très intéressant. Et puis, bien sûr, ce que je disais, c'est l'impact de la nutrition va faire appel à ces marqueurs-là. On voit bien qu'avec certains nutriments, on n'est pas loin de l'utilisation d'un médicament. Question archi courte, réponse courte. Oui, alors juste une question très très pratique. En médecine préventive, est-ce qu'il existe maintenant des endroits ou des bilans qui sont vraiment valables et quid des compléments alimentaires? La réponse est oui. Et je dois dire que dans cette approche-là de médecine préventive, l'impression en tout cas que j'ai moi, c'est que c'est plus la médecine qui est pratiquée dans le monde, dans le privé, qui a pris un peu les devants par rapport à ce qui se pratique dans le domaine public, en particulier les hôpitaux. Il y a des cliniques actuellement, notamment à Paris et autres, qui prennent en charge tout cet aspect-là, où les gens rentrent, font un bilan, ils regardent tout ça, et puis on leur conseille un certain type d'alimentation. Oui, ça commence à exister, c'est certainement une approche qui va se développer. Vous imaginez bien que, y compris pour la pratique médicale, le plateau va s'élargir, on ne s'occupera plus que des malades, mais on s'occupera aussi des gens qui ne sont pas encore malades, puisqu'on a des outils pour voir tout ça. Bien sûr, c'est quelque chose qui va se développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.